Le sommeil n'est pas une bande continue d'inactivité, mais un montage précis de cycles répétitifs où le cerveau active tour à tour différents modes. Au cours d'une nuit ordinaire, un adulte traverse environ 4 à 6 cycles d'une durée de 90 à 110 minutes chacun. L'entrée se fait par une somnolence légère N1. Le rythme alpha à l'EEG s'estompe, des ondes θ apparaissent, les muscles se détendent, mais la personne réagit encore à son nom. Vient ensuite la phase N2, le sommeil réel. Des fuseaux de sommeil, courtes rafales d'activité de 11 à 16 Hz et des complexes K apparaissent. Des ondes uniques de haute amplitude qui aident à filtrer les bruits extérieurs et à stabiliser le sommeil. Le plus profond est N3, le sommeil à ondes lentes, avec prédominance du rythme delta. C'est le moment où il est le plus difficile de se réveiller. La température corporelle et la fréquence respiratoire diminuent. L'organisme restaure activement les tissus et les paramètres immunitaires. Après cela, brusquement et étrangement, la phase de sommeil paradoxal REM s'active. Les globes oculaires bougent sous les paupières, le cortex fonctionne presque comme pendant la journée, mais le tronc cérébral déconnecte les muscles. Une atonie généralisée survient pour que vous ne viviez pas vos rêves physiquement. Le souvenir des rêves est plus vif ici. Chez l'adulte, le REM occupe environ un quart de la nuit, tandis que chez les nourrissons, c'est plus. Ces phases s'alternent, mais leur proportion et leur profondeur changent vers le matin. Les ondes lentes diminuent et le REM s'allonge, donc les rêves les plus cinématographiques surviennent plus près du réveil. Et oui, le sommeil se casse réellement en morceaux. Si vous vous réveillez pendant le REM, vous ressentez une intrigue vivante. Si c'est depuis N3, vous ressentez lourdeur et désorientation, l'effet de brouillard inertiel du sommeil dure encore 20 à 30 minutes. Deuxième fait. Pendant votre sommeil, une opération sanitaire discrète mais vitale se déroule dans votre cerveau, le nettoyage lymphatique. Son moteur, ce sont les astrocytes, des cellules auxiliaires des neurones dont les membranes sont traversées par des canaux d'aquaporine 4. Par les couloirs périvasculaires, le liquide céphalorachidien parvient aux tissus cérébraux, se mélange au liquide extracellulaire et évacue les déchets métaboliques, des ions superflus aux protéines comme la bêta-amyloïde. Des expériences sur des animaux ont montré que pendant le sommeil lent, les espaces intercellulaires s'élargissent de plusieurs dizaines de pourcents et le flux s'intensifie. La pulsation rythmique des vaisseaux et les lentes oscillations de l'activité neuronale agissent comme une pompe. Le jour, lorsque les neurones traitent les signaux, ce nettoyage est moindre, entraînant une accumulation des produits de dégradation. C'est pourquoi le manque chronique de sommeil est associé à une brouillard cognitif et à des risques accrus de neurodégénérescence selon les données observationnelles, bien que la causalité directe ne soit pas entièrement prouvée. L'efficacité est également influencée par des détails, le tonus vasculaire, l'architecture du sommeil et même l'orientation de l'aquaporine 4 sur les pieds des astrocytes, qui peut se dégrader avec l'âge. Des données sur les rongeurs suggèrent que la position latérale facilite le drainage par rapport à la position dorsale, mais pour les humains, cela reste une hypothèse prudente. L'essentiel est la profondeur et la continuité du sommeil lent. C'est ce qui donne au système le temps et la puissance nécessaires pour évacuer les déchets diurnes par les voies veineuses vers les collecteurs lymphatiques, puis dans le flux métabolique général de l'organisme. Troisième fait. Pendant que le corps est immobile, votre expérience de la journée se classe. Le cerveau finalise la mémoire. Ce n'est pas une image, mais un protocole électrique avec un chronométrage précis. En sommeil profond N3, le réseau cortical génère des oscillations lentes, un rare phare d'environ 0,5 à 1 Hz qui donne le tempo. Sur ces montées, des fuseaux thalamo-corticaux du sommeil apparaissent, généralement 12 à 15 Hz, de courtes lignes de code qui aident à renforcer les connexions entre les aires corticales. Dans ces mêmes fenêtres, des ripples rapides provenant de l'hippocampe arrivent, des paquets d'impulsions ou, selon des données expérimentales sur les rongeurs et des observations chez l'homme, des fragments d'expériences récentes sont rejoués, tel un rembobinage accéléré d'un parcours effectué. L'enchaînement ondes lentes fuseau-ripple coïncide en phase et, en somme, transfère le souvenir du tampon de l'hippocampe vers les stockages à long terme du cortex. D'où une conclusion pratique. Après un apprentissage, le sommeil lent, NREM, surtout avec une part suffisante de N3, améliore la précision de restitution des faits et des associations. Les compétences motrices ont un accent particulier. La phase N2, où les fuseaux sont plus denses, contribue de manière notable à leur perfectionnement.
Après le sommeil, les mouvements de cette nuit-là deviennent plus fluides et stables. Le sommeil paradoxal ajoute une autre touche, le traitement des émotions à nuancer. En REM, les zones visuelles et l'amygdale sont actives, mais le niveau de noradrénaline est abaissé. Ainsi, la chaleur des émotions s'évapore, mais l'intrigue de la mémoire demeure, ce qui explique pourquoi le matin, les expériences de la veille sont perçues plus sereinement. Dans les laboratoires, on a également montré un réglage fin. Si pendant le sommeil, une odeur ou un son lié au matériel appris est subtilement diffusé, la probabilité d'attacher correctement cette trace augmente. Ce n'est pas magique, mais une indication contextuelle pour le système d'indexation. La condition principale est la continuité. Un sommeil fragmenté rompt cette fine synchronisation et donne l'effet « j'ai l'impression d'avoir appris, mais ma tête est confuse ». Quatrième fait. Le sommeil n'est pas une pause, mais un changement de décor hormonal et métabolique dont dépendent l'appétit, la récupération et la sensation de vivacité. À la tombée de la nuit, la mélatonine augmente. Elle n'endort pas en soi, mais oriente l'organisme en mode nocturne. La température centrale diminue, la vasodilatation périphérique s'accentue et il devient plus facile pour le cerveau d'entrer en sommeil lent paradoxal NERM. Durant le premier tiers de la nuit, caractérisé par le sommeil lent, l'hypophyse émet de larges pulsions de somatotropine, hormone de croissance. Ce sont ces fenêtres qui favorisent la synthèse protéique, la réparation tissulaire et le soutien du système musculo-squelettique. Vers le matin, le cortisol commence à s'élever. Sa montée progressive avant l'aube est un réveil intégré qui aide à mobiliser le glucose et prépare le système cardiovasculaire au lever. Parallèlement, la régulation de la faim change. Avec un sommeil suffisant, la leptine, signal de satiété, reste plus élevée et la gréline, signal de faim, plus basse. Le manque chronique de sommeil inverse cet équilibre, incitant à consommer des aliments caloriques et sucrés. La sensibilité à l'insuline diminue également, rendant les collations nocturnes plus susceptibles d'être stockées. Chez les hommes, le taux de testostérone dépend notamment de la durée totale du sommeil et de sa continuité. Chez les femmes, le sommeil influence la sécrétion de prolactine et l'ajustement fin de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Ces variations expliquent pourquoi des semaines avec un rythme perturbé ne se traduisent pas seulement par de la fatigue, mais aussi par un appétit déréglé, des variations d'énergie et une peau qui cicatrise moins bien les micro-lésions. Le moment où vous dormez est aussi important. En cas de décalage horaire, par exemple travail posté, les pics hormonaux ne coïncident plus avec les fenêtres circadiennes et la récupération est plus difficile même si le nombre total d'heures est identique. Le sommeil est le chronomètre de votre métabolisme et la précision de son fonctionnement se ressent directement au réveil. Cinquième fait. La nuit, le système immunitaire change de tactique et entre dans un atelier de réparation. Le sommeil réorganise la circulation des cellules et la chimie des signaux, ce qui influence la réponse au vaccin et la vitesse de guérison. Pendant le sommeil lent, la production de cytokines pro-inflammatoires médiatrices comme l'interleukine 1 et le facteur de nécrose tumorale s'intensifie. Celles-ci, paradoxalement, approfondissent le sommeil et aident les cellules immunitaires à rencontrer les antigènes. Les lymphocytes migrent plus activement vers les ganglions lymphatiques où se déroule l'apprentissage, la présentation de fragments de pathogènes par les cellules dendritiques et la formation d'une mémoire à long terme. Le décalage du cortisol et de la mélatonine établit le programme nocturne. Le premier, à l'aube, stimule la mobilisation. Le second, dans l'obscurité, facilite l'équilibre anti-inflammatoire. D'où les effets observés. Après des nuits avec un sommeil NRM complet, la réponse anticorps au vaccin est plus élevée qu'en cas de privation chronique de sommeil. A l'inverse, le manque de sommeil dans les jours précédant la vaccination entraîne des titres plus faibles. Même 1 ou 2 jours avec un sommeil réduit au minimum diminue la fonctionnalité des cellules NK, cellules à réponse rapide contre les virus et les cibles tumorales, et augmente les marqueurs d'inflammation systémique. La somnolence lors d'un rhume n'est pas un caprice de l'organisme, mais une stratégie intégrée. Plus de sommeil profond signifie plus de chances d'accélérer la présentation de l'antigène et de réorienter la synthèse protéique vers les anticorps.
Il y a aussi un aspect pratique. Les horaires décalés et les voyages transcontinentaux perturbent les fenêtres circadiennes de la rencontre immunitaire, de sorte qu'une nuit de même durée peut donner des résultats immunitaires différents. C'est pourquoi le fameux « dormir pour aller mieux » a une base physiologique. Le sommeil nocturne rencontre littéralement l'infection lors d'une réunion et émet l'ordre de protection à long terme. Le sixième fait est que certains des phénomènes les plus étranges du sommeil ne relèvent pas de la mystique, mais d'un défaut de synchronisation entre les systèmes images, émotions et moteurs. La paralysie du sommeil en est un exemple classique. La phase REM désactive déjà les muscles par atonie générale pour éviter que vous ne jouiez le scénario du rêve avec votre corps. Mais le cortex, lui, s'éveille. La personne ressent une conscience claire, l'incapacité de bouger et souvent des images hypnagogiques vives ou une présence. C'est bref et cela passe tout seul, bien que subjectivement effrayant. Le contraire est le trouble du comportement en phase REM, où l'atonie ne s'active pas. Le dormeur joue réellement son rêve, parle, agite les bras, heurte parfois des meubles. Chez les personnes âgées, cet état est souvent un marqueur précoce de futures synucléinopathie, par exemple la maladie de Parkinson. C'est pourquoi une réanimation soudaine pendant le sommeil justifie une évaluation médicale et des mesures de sécurité basiques pour la chambre à coucher. Le somnambulisme, quant à lui, relève d'une autre catégorie. Ce sont des épisodes de réveil d'un sommeil profond N3 où les programmes moteurs s'activent sans pleine conscience. La personne marche, effectue des actions simples, mais ne s'en souvient pas le matin. Plus fréquent chez les enfants qui en guérissent à mesure que la proportion de sommeil lent diminue. Les sursauts brefs lors de l'endormissement, les myoclonies du sommeil, ne sont qu'une fausse alerte du système moteur lors de la réinitialisation des rythmes. Il existe aussi des effets rares comme le syndrome de la tête qui explose ou un bruit fort retentit à l'endormissement. C'est également inoffensif. Le dénominateur commun réside dans les déclencheurs. Le manque de sommeil, le stress, l'alcool, les horaires irréguliers augmentent la probabilité de tels épisodes. Le sommeil est une coordination fragile de nombreux freins et démarrages et lorsqu'un bloc entre en phase une seconde trop tôt ou trop tard, surviennent ces fameux scénarios mystiques de la nuit. Septième fait. Le cœur et les vaisseaux sanguins entrent dans un autre mode pendant la nuit, plus lent, plus profond et plus économique. Durant le sommeil non paradoxal, non REM, l'influence parasympathique du nerf vague s'intensifie. Le pouls ralentit, les vaisseaux sanguins bénéficient d'un répit et la pression artérielle de la plupart des individus chute de manière significative par rapport à la journée. C'est ce qu'on appelle le dipping nocturne. Cette baisse est un bon signe. Les baroréflexes se recalibrent. L'endothélium retrouve sa sensibilité aux variations du flux sanguin et la variabilité de la fréquence cardiaque devient plus vivante, permettant au cerveau et au cœur de mieux s'ajuster l'un à l'autre. Cependant, le tableau n'est pas constant. Pendant le sommeil paradoxal, REM, les pics sympathiques reviennent, le rythme cardiaque devient irrégulier et la pression monte par vagues, comme si vous couriez, bien que le corps soit immobilisé. Si les nuits sont ponctuées de micro-éveils causés par le bruit, la douleur ou des arrêts respiratoires dus à l'apnée, le cœur subit des dizaines de brefs coups de fouet. Chaque à-coup entraîne une libération de catécholamine, une hausse de la pression, puis à nouveau le calme. Chez certaines personnes, la pression ne baisse quasiment pas la nuit, ce sont les non-dippers. Selon les observations, cela est plus fréquent en cas de troubles métaboliques et de syndrome d'apnée et ce profil est lié à des risques vasculaires accrus à long terme. La respiration en sommeil non paradoxal est plus régulière et légèrement plus paresseuse. Le cerveau tolère un taux plus élevé de dioxyde de carbone pour maintenir la stabilité. En sommeil paradoxal, elle devient variable, tout comme le rythme cardiaque. Au passage de la nuit au matin, le corps effectue une montée en régime. Le cortisol augmente progressivement, les vaisseaux sanguins reçoivent l'ordre de se préparer à la position verticale et c'est précisément lors du passage du repos horizontal à l'activité que les systèmes fragiles montrent parfois des défaillances. Ainsi, la nuit se présente de l'intérieur comme un entraînement à la souplesse. Dans la profondeur, c'est l'économie et la réparation. Dans les phases narratives, ce sont des tempêtes dosées pour que le moteur soit prêt à démarrer le matin. Fait numéro 8. La nuit, le corps réajuste la chaleur et l'eau, une ingénierie cachée du confort. Au début du sommeil, le cerveau ouvre les radiateurs à la périphérie. Les vaisseaux des mains et des pieds se dilatent, cédant de la chaleur, et la température centrale du corps diminue progressivement, facilitant l'entrée en sommeil lent profond, NERM.
C'est pourquoi avoir les pieds froids empêche de s'endormir, tandis qu'une douche tiède 1 heure et demie à 2 heures avant le coucher refroidit paradoxalement le noyau et accélère l'endormissement. Le réchauffement de la peau déclenche la dissipation de la chaleur vers l'extérieur. Simultanément, la sécrétion nocturne de vasopressine, l'hormone antidiurétique, augmente. Les reins concentrent l'urine et vous vous réveillez moins souvent pour uriner, le liquide est conservé dans la circulation sanguine et les tissus. La position couchée modifie la gravité. Le liquide quitte plus facilement les pieds et, le matin, peut remonter vers le visage et les voies respiratoires supérieures, d'où la légère enflure et la congestion matinale habituelle. Les disques intervertébraux, qui ont supporté la charge axiale toute la journée, s'imbibent d'eau comme des éponges pendant les heures de repos, augmentant légèrement la hauteur de la colonne vertébrale. Chez les personnes de grande taille, la différence de hauteur entre le soir et le matin peut atteindre environ 1 à 2 cm. Il y a aussi un flux sortant. Pendant la nuit, des centaines de millilitres d'eau s'évaporent par la respiration et la peau. Et le matin, la balance affiche souvent un poids inférieur. Ce n'est pas un miracle de combustion des graisses, mais l'évaporation et le dioxyde de carbone expiré. En phase de sommeil paradoxal, REM, la thermorégulation fonctionne différemment. Le cerveau est occupé par les scénarios oniriques et le thermostat fonctionne paresseusement. C'est pourquoi les rêves par temps chaud ou froid semblent particulièrement agités. De petits détails du quotidien s'inscrivent dans cette physiologie. Les chaussettes épaisses réchauffent les pieds et aident le corps à dissiper la chaleur. Une chambre trop chaude maintient le noyau corporel au chaud et perturbe les ondes lentes. L'alcool consommé tardivement dilate les vaisseaux de la peau, donnant une illusion de chaleur, mais perturbe la plomberie nocturne et provoque des réveils. Le changement nocturne de chaleur et d'eau est un spectacle invisible dont dépendent le matin la clarté d'esprit, l'absence de sécheresse oculaire, la souplesse du dos et la légèreté de la démarche. 9e fait. Même lorsque vous êtes éteint, le cerveau ne quitte pas sa veille. Les systèmes sensoriels ne dorment pas uniformément, mais filtrent le monde, laissant des interstices pour ce qui est important. L'ouïe est le principal garde de nuit. En sommeil lent léger, NREM, les bruits faibles sont rejetés par le thalamus via les complexes K. Mais les schémas significatifs, son propre nom, le pleur d'un bébé, une voix inconnue, ont plus de chances de franchir la barrière et de provoquer un micro-éveil. Ce n'est pas de la superstition, mais une réaction ciblée à la nouveauté. Même endormi, le cortex remarque l'inhabituel et donne la priorité à ce qui est lié à la survie. La vigilance maternelle est un cas particulier. Le pleur aigu réveille à un volume sonore inférieur à celui d'un bruit neutre. La vision, en revanche, est presque désactivée. Les paupières sont fermées et les signaux sont supprimés. Les contacts ne passent le filtre que s'ils sont brusques ou douloureux. L'odorat est le plus faible. Une odeur pure réveille rarement. C'est pourquoi les détecteurs d'incendie sonnent et non pas sentent. En sommeil paradoxal, REM, le filtre est plus fin, mais le corps est paralysé et les émotions mobilisent les ressources. En N3, le filtre est plus grossier, mais la réparation est plus profonde. De plus, le sommeil n'est pas monolithique. Un sommeil local est possible, lorsque certaines zones du cortex se reposent plus que d'autres. Le phénomène de la première nuit dans un lieu nouveau montre une asymétrie. Un hémisphère monte la garde plus intensément, comme chez les oiseaux, bien que plus faiblement. Les mouvements nocturnes ne sont pas un chaos. Les retournements et les changements de position sont une mesure préventive programmée contre la pression statique sur la peau, les vaisseaux et les articulations. La plupart des micro-éveils, vous ne vous en souvenez pas, car ils durent moins de 10 à 15 secondes et n'entrent pas dans la mémoire épisodique. Les muscles posturaux du dos et le diaphragme restent actifs, soutenant la respiration et la colonne vertébrale, tandis que les groupes distaux sont relâchés. Même des bizarreries comme le bruxisme, le grincement des dents nocturnes, chez certaines personnes, s'avèrent être une micro-défense. Une brève morsure des mâchoires et un pic d'activité sympathique peuvent accompagner des épisodes d'affaissement partiel des voies respiratoires supérieures, comme si l'organisme tentait de regonfler le tonus tout en redistribuant le sang dans le cerveau. La garde nocturne est un équilibre. Un minimum de superflu, un maximum de l'essentiel, pour passer la nuit sans perdre le contact avec le monde. 10e fait. Ce qui se passe avec le sommeil change radicalement avec l'âge et votre chronotype. Les nouveau-nés ont une prédominance de sommeil paradoxal, REM, avec des cycles d'environ 1 heure.
Au fur et à mesure que le cerveau mûrit, les ondes lentes prennent plus d'importance, et vers l'âge scolaire, l'échelle familière N1, N2, N3, REM, avec des cycles d'1 heure et demie, se forme. Pendant l'adolescence, l'horloge interne se décale plus tard. La somnolence du soir se déplace de 1 à 3 heures du matin, ce qui fait des adolescents des hiboux biologiques. Par conséquent, les cours matinaux affectent la profondeur du sommeil N3. Chez les adultes, la répartition se stabilise, mais après 50-60 ans, la part du sommeil N3 diminue sensiblement, le sommeil devient plus fragmenté et les éveils nocturnes augmentent. Chez certains hommes, la baisse des ondes lentes est plus marquée. Les chronotypes varient également génétiquement. Des variations dans les gènes de l'horloge, comme PR3 ou les mutations de CRY, décalent le midi naturel de l'organisme. Ainsi, certains sont à l'aise pour s'endormir à 21h30, d'autres à 1h30. Pour les premiers, se lever tôt permet d'avoir l'esprit clair. Pour les seconds, la réalité vit souvent hors de leur temps. Lorsque les horloges sociales entrent en conflit avec les horloges biologiques, un jet-lag social apparaît. En semaine, la personne est obligée de se lever plus tôt que sa phase naturelle, et le week-end, elle dort plus tard, tirant le système dans les deux sens. Ce mode de vie est associé, selon les observations, à une plus grande envie de calories, une humeur moins stable et une pression artérielle accrue, bien que la causalité soit complexe. Les voyages aériens ajoutent une autre dimension. Voler vers l'Est nécessite de raccourcir le jour, ce qui est plus difficile que de l'allonger vers l'Ouest. La lumière le matin accélère l'horloge interne, la lumière le soir la ralentit. Et les personnes travaillant par équipe vivent pendant des années avec ces décalages. La multifocalité est également importante. Outre le noyau suprachiasmatique central, il existe des horloges dans le foie, les muscles et le tissu adipeux qui s'adaptent au rythme des repas et de l'activité. La désynchronisation entre ces circuits génère une sensation de malaise, même si la durée du sommeil est formellement suffisante. Par conséquent, 2 nuits de durée égale, l'une pour un alouette dans son rythme et l'autre contre le sien, produiront 2 organismes différents le matin. La question n'est pas seulement combien de temps avez-vous dormi, mais aussi quand selon votre propre horloge.